Au milieu de rugissements frénétiques et terrifiants, un ouragan a dévasté un temps anormalement chaotique, enveloppant la scène de fumée, de flammes, d'éclairs et de grêle. Il s'envola vers le ciel, se fondant dans l'enfer silencieux. Non loin de l'ouragan Apocalypse, deux personnages ont ressenti simultanément l'impact du rugissement. La tête de l'un s'inclina légèrement en arrière, comme si elle avait reçu un coup de poing, tandis que les rides de l'autre frémirent et ses yeux devinrent plus perçants. Le premier était l'homme qui se tenait à l'origine derrière Olson, vice-président de l'Ordre de la Croix de Fer et de Sang, Tony Toin. Ce dernier était âgé, vêtu d'un costume militaire bleu avec une ceinture et des médailles. Ses cheveux roux foncés soigneusement coiffés l'identifiaient comme le mystérieux président de l'Ordre de la Croix de Fer et de Sang, connu sous le nom de Dieste. Dieste détourna son regard de l'ouragan vers Tony Toin. La chance de devenir un conquérant est devant nous. Si je peux la saisir, je trouverai un moyen de séparer la caractéristique beyondée du Weather Warlock et de vous l'accorder. Alors que Tony Toin observait le violent ouragan, les éclairs et les pluies torrentielles, ses yeux bleus clairs faisaient allusion à la moquerie. Pouvons-nous vraiment réussir? Un démoniste météo a déjà rejoint. Même si Vermonda sauront perd le contrôle et se transforme en monstre, il est toujours un monstre de séquence 1. Les paroles de Tony Toin ne montraient aucun respect pour un démoniste météorologique de la séquence 2 ou un conquérant de la séquence 1, bien qu'il ne soit pas encore un ange. L'expression de Dieste est restée inchangée et son aura a bondi. Avec sa tenue militaire, il ressemblait au commandant en chef de toutes les armées. Ailleurs, nous échouerons sûrement. Même sans interférence, nous devrons nous lancer dans une longue chasse pour avoir une chance contre Vermonda Sauron incontrôlable. Mais ici, Dieste parla d'une voix grave. Nous pouvons exploiter ce pouvoir pendant une brève période. Alors qu'il finissait de parler, la zone entre ses sourcils est devenue rouge, comme si quelque chose cherchait à émerger. Simultanément, Dieste récupéra de sa taille une pochette pour pièces de monnaie, dissimulée sous son costume. Remplie de graines de soja et de quelques soldats de fer de la taille d'une paume, Dieste les attrapa et les lança en avant. Au milieu du vent hurlant, les soldats de fer prirent vie et se développèrent. Les graines de soja ont gonflé rapidement, se transformant en géants au visage flou et à la peau jaunâtre, comme trempés dans l'eau. N'ayant pas réussi à amener son équipe ici à temps, Dieste s'est brusquement transformé en une flamme flamboyante rouge foncé, presque violette, engloutissant les soldats nouvellement créés. Un faisceau de lumière s'est élevé, déchirant le ciel et se dirigeant vers la silhouette géante à l'intérieur de l'ouragan. Aux portes de la magnifique ville voilée d'un fin brouillard gris, Gardner Martin ôta son casque. Son plastron présentait des fissures en forme de toile, révélant des vêtements tachés de sang en dessous. Avec une main appuyée contre sa tête, il tituba en avant, émettant par intermittence des flammes pourpres à la limite du blanc. Le rugissement terrifiant avait clairement fait des ravages. Naviguant à travers les ruines, Gardner Martin s'est rapidement approché du mince brouillard gris. Des bâtiments asymétriques à moitié effondrés se dressaient à l'intérieur, apparemment figés dans le temps, frappés par un coup dévastateur et enfoncés dans le sol. S'arrêtant brusquement, Gardner Martin jeta un coup d'œil sur le côté et demanda d'une voix grave. « Qui est-ce » Au milieu du bruit des graviers qui tombaient, Olson, ressemblant à un ours affamé, a émergé de derrière un bâtiment noir effondré, portant une petite valise marron. Le superviseur, portant un demi-haut de forme, un gilet jaune et un costume noir, a regardé Gardner Martin et a dit « Je ne savais pas qui venait, alors je me suis caché pendant un moment. Où est Philippe ?» Gardner Martin a poussé un soupir de soulagement et a répondu « Nous avons rencontré Lumian Lee et son équipe. Ils ont tué Philippe. J'ai été blessé et j'ai à peine réussi à m'échapper. » Olson, avec sa barbe épaisse, n'a pas approfondi les détails de la bataille et a évalué Gardner Martin. « Tu es vraiment battu. » Gardner Martin a ri en disant « Heureusement, j'avais Pride Armor pour me protéger de la plupart des dégâts. Oui, je blâme cela principalement sur le rugissement angélique, cela m'a affecté dans une certaine mesure. Heureusement, j'étais relativement loin, donc le problème n'est pas si grave. Écoutez, même l'armure Pride ne m'a pas attaqué, ce qui indique que je me suis pas affaibli. C'est bien. Entrons maintenant dans la 4e époque de trêve. Le superviseur Olson hocha la tête avec une expression indifférente. Gardner Martin se retourna, serrant le casque argenté avec un bras et se dirigea vers le mince brouillard gris non loin de là. Olson portait une petite valise marron et traînait derrière le commandant de l'Ordre de la Croix de Fer et de Sang. Alors que les deux avançaient, les yeux d'Olson devinrent soudainement féroces et vicieux. Vous avez utilisé, heureusement, 2 fois. Vous avez déjà enlevé le casque de la Pride Armor. Marmonna Olson silencieusement pour lui-même, ses yeux rouges brunâtres reflétant la silhouette stupéfiante de Gardner Martin dans l'armure d'argent. Au bord du désert, parsemé de fragments de miroirs, Franca et Jenna n'entendaient pas les chants émanant du mur de la spiritualité, mais elles observaient le pilier de pierre blanc grisâtre et les 2 bougies de la même couleur s'adoucir mystérieusement. Les flammes des bougies de la taille d'un poing vacillaient en blanc argenté et noir, tandis qu'un liquide illusoire noir d'étain suintait de la poitrine de Lumian, l'enveloppant. Alors que Lumian se recroquevilla sur le sol, roulant de temps en temps, Franca soupira doucement et remarqua « Ça a l'air douloureux. » Cela marquait probablement la 4e rencontre de ciel avec une telle épreuve. C'est vrai.
Même si elle se trouvait à l'extérieur du mur de la spiritualité, Jenna ressentait une peur inexplicable, la chair de poule se formant sur sa peau. Même si elle avait été témoin de la douleur mentale et de la confusion de ciel, c'était la première fois qu'elle était témoin d'une souffrance physique aussi intense. Franca parla sincèrement. Si Ciel passait à la potion d'affliction maintenant, il n'aurait pas à s'inquiéter de ne pas atteindre la séquence 4. C'est trop compatible. La séquence 5 de la voix assassin était connue sous le nom d'affliction ou de démon de l'affliction. Après un autre rugissement terrifiant, les perles liquides illusoires noires argentées sur le corps de Lumian se sont infiltrées en lui. Son expression se détendit progressivement et son corps cessa d'être recroquevillé. Il était étendu à côté du pilier de pierre blanc grisâtre effondré, réticent à bouger pendant quelques secondes. Alors que sa spiritualité s'était rétablie et même augmentée, son corps et son esprit étaient visiblement épuisés. C'était semblable à la sensation ressentie après avoir accompli une tâche exceptionnellement difficile dans son état le plus concentré. Lumian, conscient de l'urgence, se força à se lever. Il remarqua que la flamme de la bougie noire argentée était revenue à la normale et que le brouillard gris environnant se dissipait progressivement. Son plan consistant à s'appuyer sur la protection du brouillard gris contre le rugissement terrifiant avait échoué avant sa mise en œuvre. La réponse de Monsieur Fou avait une limite de temps. Et de plus, il a dû considérer l'interférence des dignes célestes du ciel et de la terre pour les bénédictions. Alors que Lumian rangeait rapidement l'autel, il scrutait sa transformation. L'amélioration de la spiritualité était évidente avec la bénédiction ascétique. Lumian pensait que même après avoir utilisé le sort de Harinf à plusieurs reprises, il pourrait accomplir près de 8 traversées du monde des esprits. Ascétique avait également amélioré son endurance, le rendant plus adaptable aux conditions météorologiques extrêmes. Même s'il rencontrait du gel, il ne serait pas gelé. Et de même, il s'est retrouvé mieux à supporter les émotions et les désirs. Même s'il les ressentait encore, il pouvait endurer beaucoup de choses. Cela s'étendait à la capacité principale d'un ascète, la compression. Il pouvait être utilisé pour l'esprit et produisait également des effets positifs dans les domaines physiques et mystiques. Les premiers impliquaient des émotions et des désirs, qui étaient pour la plupart tolérés. Ils n'ont pas complètement disparu mais ont été supprimés. Au moment critique, ils avaient besoin d'être évacués ou soulagés, sinon des problèmes psychologiques pourraient survenir. La capacité de compression pourrait accumuler ces émotions et désirs et éclater à des moments critiques pour obtenir l'effet souhaité. Pour Lumian, les effets négatifs des 3 capacités du contractant et les effets correspondants des objets mystiques sur lui étaient plus supportables. Cependant, il devait régulièrement briser le cou d'un ennemi pour se défouler. Ce dernier aspect faisait référence à la spiritualité, à la force et aux étapes rituelles. Grâce à la compression, Lumian pouvait compresser et stocker la spiritualité et la force au-delà de la personne moyenne lorsqu'il n'avait rien à faire, les libérant en cas de besoin. Cela a permis à sa spiritualité de se rétablir une fois et de l'agrandir temporairement. Sa force, sa vitesse et son agilité étaient suffisantes pour résister à un paladin de l'aube de la séquence 6 du parcours guerrier pendant 1 minute ou 2. De plus, l'accumulation d'étapes rituelles a permis à Lumian d'utiliser des capacités telles que le sort de création animale et le sort d'exorcisme en combat réel. De plus, après être devenu ascète, les avantages précédents de Lumian avaient été améliorés. Par exemple, le nombre de capacités contractuelles qu'il pouvait supporter était passé à 3, même s'il ne voulait pas les maximiser. Il préfère en choisir 1 ou 2 qui conviennent, car trop de contrats entraînent trop d'effets négatifs. Même les ascètes en souffriraient, comme en témoignent des exemples négatifs comme Guillaume Bénet et Bouvard. Bien sûr, ce n'était pas une préoccupation immédiate, car invoquer des créatures du monde des esprits était impossible à cet endroit. Lumian a rapidement caché les objets et a dissipé le mur de la spiritualité. Remettant l'heureuse pièce d'or à Jenna, il parla d'un ton bas et autoritaire. Allons à la 4e époque de trêve. 1. Jenna était perplexe. Ciel les avait avertis d'éviter le géant et la grande ville. Franca se retourna avec contemplation et dit « Pensez-vous que le brouillard qui enveloppe la ville appartient à Monsieur le Fou ? Entrer pourrait fournir une certaine protection. Nous n'aurons pas à craindre d'être éliminés par le rugissement de ce fou ou de succomber au risque de nous transformer en monstres. Oui, c'est dangereux, mais nous avons une chance de nous défendre et d'attendre de nouveaux développements. » Lumian a déduit que le même brouillard enveloppait Trêve de la 4e époque, s'inspirant du brouillard autour du printemps des femmes samaritaines et des ombres persistantes de personnages importants de la 4e époque. Cela émanait des pouvoirs de Monsieur Fou. Franca n'a pas perdu de temps et a hoché la tête de manière décisive. D'accord. Jenna a choisi de faire confiance à ses 2 compagnons sans se poser de questions. À ce moment-là, Anthony Reed avait fini de nettoyer le champ de bataille et s'approchait avec le butin.